béni soient les siestes. Du coup, je voulais regarder une petite série, profiter de ce moment pour moi, et puis je me suis dit que j'avais quelque chose sous le coude, un petit truc, un petit sujet intéressant à faire partager. Donc, ah non, mince, je suis bête. Je recommence, j'ai oublié un détail important. Béni soient les siestes. Du coup, je voulais profiter de ce petit moment pour moi, regarder une série, corriger 2-3 copies éventuellement, et puis non, je me suis dit que j'avais un sujet intéressant à partager avec vous. Mais d'abord, est-ce que vous comprenez bien tout ce que je dis? Oui, parce que le confinement s'est terminé. Maintenant, on est plus ou moins encouragé à porter un masque. Est-ce que ça ne va pas porter des petites confusions dans le langage? Est-ce que c'est optimal comme situation de locution? C'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo. Alors, pour la faire, je vais quand même enlever mon masque parce que vous n'allez pas comprendre la totalité de des choses que je vais vous dire. Et puis en plus, ça va faire couler mon rouge à lèvres. Alors, hormis le fait que le port du masque ne soit pas très confortable, pourquoi il pourrait être à l'origine de petites confusions ou mauvaises compréhensions entre deux interlocuteurs? Alors tout d'abord, il faut savoir que le langage parlé est ce qu'on appelle une chaîne sonore, un flux sonore continu. C'est-à-dire que c'est à l'interlocuteur de savoir segmenter en unités de sens le contenu qu'il est en train d'écouter. La personne qui parle ne va pas segmenter pour elle, hacher pour elle les mots qu'elle est en train de produire. C'est donc celui qui écoute qui doit être capable de faire ce travail. Comment percevoir le langage? Comment être capable de comprendre justement, de capter ce que j'entends pour le transformer en sens? Deux théories ont cherché des réponses de ce côté-là. La première, elle s'intéressait au langage comme quelque chose d'inné. Donc ma production et ma perception du langage sont des choses innées. Je suis capable de les faire parce que je suis humaine et que je suis donc capable, parce que c'est dans mon héritage biologique, de comprendre les sons de mon espèce. Un animal d'une autre espèce ne pourra donc pas comprendre mes sons de mon langage. Selon la théorie motrice, je sais reconnaître ce que me dit l'autre parce que moi-même, je suis un locuteur qui sait produire le langage. C'est parce que je sais comment on prononce le mot papa que je vais le reconnaître chez quelqu'un qui dit papa. Oui, j'ai un lexique en ce moment un petit peu ras des pâquerettes. L'autre théorie est la théorie, cette fois-ci, auditive. Cette théorie ne dit pas, à l'inverse de l'autre, que je vais me baser sur ce que je vois et sur ce que je connais de l'articulation, mais vraiment sur seulement ce que j'entends. Selon cette théorie, donc, selon cette seconde théorie, il n'y a pas d'aspect inné au langage, ce côté ne rentre pas en jeu. Par contre, l'enfant, le fœtus, a un système auditif opérationnel dès la 25e semaine de gestation. Enfin, c'est cette précocité qui fait qu'il va pouvoir se familiariser avec les sons de sa langue pour en devenir donc un interlocuteur expert et comprendre tout ce qu'il entend. Deux expériences permettent d'apporter des réponses, des éléments de réponse à ces deux théories. Je vous les présente tout de suite. Dans la première, on s'est demandé du coup si seuls les humains étaient capables de percevoir des sons humains. Donc, suite à une petite série d'apprentissages, on a cherché à savoir si des pigeons et des rongeurs, des chinchillas pour être précise, savaient distinguer les syllabes pas et bas. Dans ces deux syllabes, la différence tient du voisement, ce qu'on appelle le voisement de la consonne. C'est-à-dire que dans pas, j'ai le P, qui est une consonne plosive non voisée, c'est-à-dire que mes cordes vocales ne marchent pas et ne vibrent pas. Et la seconde, ba, ici, c'est exactement la même syllabe, mais avec une consonne, cette fois-ci, voisée, c'est-à-dire que mes cordes vocales vont vibrer. L'humain fait aussi l'expérience et on compare les comportements des trois espèces. Il s'avère que les trois ont exactement le même temps de réaction et la même perception, la même finesse de la perception entre bas et pas. Premier résultat donc, toutes les espèces sont capables de percevoir les sons de l'humain et pas seulement l'humain. Il n'y a donc pas de côté héritage biologique, espèce et inné. C'est quelque chose qui peut s'apprendre et qui peut s'apprendre quelle que soit l'espèce.
Pour la deuxième expérience, j'ai besoin que vous écoutiez et regardiez cette petite séquence. Ba, 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 ba. Quels sons avez-vous entendus? Il est possible que vous ayez entendu le son da, da, da. Si c'est le cas, vous faites partie de la majorité des personnes. Maintenant, vous allez réécouter la séquence, mais en fermant les yeux. Ba, 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 ba. Alors, cette fois-ci, vous avez dû entendre le son ba. Étrange, n'est-ce pas? En fait, j'ai réalisé un petit montage basique sur lequel j'ai produit le son, à la fois le son ba et à la fois le son ga. Vous avez eu le montage dans lequel vous avez entendu ba, mais vu ga. C'est ce qu'on appelle une illusion audiovisuelle. Comment ça s'explique? Tout simplement parce que ba est produit avec les lèvres, ga est produit à l'arrière du palais. Votre cerveau va réellement se baser sur ce qu'il voit et sur ce qu'il entend pour interpréter et comprendre ce qu'il est en train de comprendre et d'interpréter. Donc, lorsque vous avez des informations contradictoires, c'est-à-dire un son qui dit quelque chose et un message visuel qui dit autre chose, votre cerveau compile et dit bon bah ça doit être à peu près à mi-chemin, c'est-à-dire da. Si vous prononcez vous-même les syllabes, vous allez vous rendre compte que b, de, ge, le de se produit bien au milieu du be et du ge. Il est à mi-chemin. Cette deuxième expérience nous montre donc que si je suis capable de comprendre le langage sans le voir, je vais toutefois me baser en grande partie sur ce que je vois, sur ce que je perçois, pour comprendre le langage. On comprend donc bien la difficulté que va pouvoir apporter le port du masque dans des interactions entre deux ou plusieurs personnes. Autre petit point qui va permettre d'expliquer cette difficulté. Pour produire du langage, j'ai besoin de plusieurs éléments. Tout d'abord, l'air que j'ai dans les poumons, qui va être expulsé et qui va venir faire vibrer mes cordes vocales. Puis, ce son va venir résonner dans ma bouche, voire dans mon nez si je suis en train de produire des consonnes ou des voyelles nasales. Et là, je vais avoir une formation propre de la bouche, de la langue, pour produire la voyelle ou la consonne que je souhaite produire. Je vais donc avoir plusieurs cavités qui vont servir de résonateurs, un peu comme pour un instrument. Si je rajoute un masque devant, déjà je viens obstruer le flux sonore. Et puis ensuite, ce port de masque va venir modifier la formation de mes cavités et donc modifier la formation des sons que je suis en train de produire. On ne va pas non plus entendre des choses complètement farfelues, mais pour des sons qui sont phonétiquement proches, on risque d'avoir des petits glissements de sens qui peuvent être assez amusants. Alors évidemment, je suis capable de suivre une conversation au téléphone, je suis capable de suivre une conversation dans le noir. Cependant, ces situations vont amener un pourcentage d'erreurs et de mauvaise compréhension plus élevé que celui où je vois, comme il faut, mon interlocuteur. D'ailleurs, preuve que nous avons besoin, pour parler, pour comprendre, mais aussi pour produire le langage, de tous ces indices paraverbaux, c'est que les personnes non-voyantes ou malvoyantes se servent des gestes pour parler. Elles aussi, elles ressentent le besoin de s'exprimer en faisant des gestes comme je suis en train de faire, comme les ritals. Parce que j'ai besoin, ça m'aide, ça fait partie de mon message. Un troisième et dernier point que je développe, qui va à la fois nous rassurer sur le fait que porter un masque ne va pas toujours amener à des situations incompréhensibles, et en même temps montrer encore une fois à quel point le cerveau est formidable et est capable peut-être de nous mettre sur la mauvaise piste, c'est ce qu'on appelle la restauration phonématique. Oui, le cerveau est vraiment formidable et plein de capacités, et il est capable de venir réparer un message verbal qui a été partiellement endommagé. Imaginez que vous êtes sur le quai de la gare et que vous écoutez le message de la voix, de la petite voix de la dame qui vous dit sur quel quai vous avancez.
Sauf que en même temps, il y a n'importe quoi qui vient obstruer votre compréhension, un train qui passe, un enfant qui crie, un objet qui tombe par terre, et donc qui vient endommager le message. Eh bien, sachez que votre cerveau ne se rendra compte de rien si le contexte est assez clair, est assez propice à ce que le cerveau répare tout seul ce qu'il n'a pas pu entendre, et vous faire croire par ailleurs que vous l'avez bel et bien entendu. On peut, comme ça, supprimer jusqu'à une syllabe entière d'un mot et vous laisser être vraiment persuadé que vous l'avez entendu dans son intégralité. Voilà pourquoi parfois on est persuadé d'avoir entendu quelque chose et en fait on est complètement à côté de la plaque. Voilà aussi pourquoi parfois on arrive à percevoir un message qui n'était pas optimal au départ. Bon ben je crois que j'ai même le temps de me regarder un petit épisode. Enfin un petit épisode de je ne sais pas quelle série parce que depuis que j'ai un bébé, je vous avoue que les séries, je sais même plus ce qui se fait. Mais en tout cas je vais y aller. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et d'ici là, portez un masque. Bye.